Dans un monde où chaque sourire cache une blessure et où chaque geste peut changer un destin, une rencontre inattendue va briser le silence des convenances. Une jeune femme, née loin des salons dorés, croise le chemin d'un homme dont le pouvoir ne suffit plus à apaiser les tourments du passé. Entre eux, une vérité enfouie menace d'éclater, révélant un choix impossible entre le devoir et un désir qui bouleverse tout. Restez avec nous. Et si cette histoire vous émeut, abonnez-vous pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Votre présence fait toute la différence. Dans les brumes matinales de Lyon, en 1890, une jeune paysanne nommée Amélie Moreau, âgée de 18 ans, serrait contre son cœur un bouquet fané de lavande cueilli au bord de la Saône. Ses mains calleuses, marquées par les travaux des champs, tremblaient légèrement. Elle venait de surprendre une conversation fatale dans l'ombre d'une auberge isolée. Un homme puissant, Henri Duval, magnate des soieries lyonnaises, parlait d'elle comme d'un trésor volé à sa propre vie. « Pour elle, je quitterais tout », avait-il murmuré, sa voix rauque trahissant un amour interdit qui pouvait tout détruire. Amélie, orpheline et liée à la terre par des dettes ancestrales, sentait son monde s'effondrer. Était-ce un rêve ou une malédiction? Ce secret qu'elle portait désormais seule allait enflammer les passions d'une époque dorée où l'amour défiait les chaînes des classes sociales. Restez avec moi, car cette histoire d'amour improbable va vous emporter dans les tourbillons de la belle époque. Amélie avançait d'un pas hésitant sur le sentier boueux qui menait à la ferme familiale, nichée aux abords de Lyon. Le soleil se levait à peine, peignant les vignes d'une lumière rosée. Mais son esprit bouillonnait encore des mots entendus la veille. Qui était cet Henri Duval? Elle l'avait vu une fois, de loin, lors d'une foire au marché, un homme d'une quarantaine d'années, imposant dans son manteau de laine fine, les yeux sombres et perçants, entouré d'une suite de domestiques. Magnat des soieries, il régnait sur les ateliers qui faisaient la gloire de la ville, transformant les cocons en étoffes précieuses, exportées jusqu'à Paris. Mais pour elle, une simple fileuse de lin dans les champs, il n'était qu'un fantôme des hautes sphères. La ferme était modeste, un assemblage de pierres et de bois usés par les hivers rigoureux. Sa tante, Marguerite, une veuve acariâtre aux cheveux grisonnants, noués en chignon sévère, l'attendait déjà à la porte, les bras croisés sur sa robe de coton grossier. « Où étais-tu, fille? Les poules ne se nourrissent pas seules !» grogna-t-elle. Amélie baissa les yeux, cachant le bouquet contre sa jupe plissée, usée aux ourlets. À 18 ans, elle était la beauté du village. Cheveux châtains cascadant en boucles naturelles, yeux verts comme les prairies du Rhône, mais son corps mince portait les stigmates du labeur. Des épaules voûtées, des mains rugueuses. Orpheline depuis l'enfance, elle avait grandi sous la férule de Marguerite, qui administrait la petite propriété endettée auprès des usuriers de la ville. Ce matin-là, tandis qu'Amélie trayait les vaches dans l'étable humide, l'air chargé d'odeurs de foin et de lait frais, un cavalier s'approcha au loin. C'était un messager vêtu d'un gilet brodé, monté sur un cheval alezan. Il descendit, salua Marguerite d'un chapeau élégant et tendit une enveloppe scellée de cire rouge. « Pour mademoiselle Moreau », dit-il d'une voix polie, avant de remonter en selle et de repartir vers les collines. Marguerite arracha la lettre, ses yeux plissés par la suspicion. « Qu'est-ce que cela? Une farce de tes galants du village ?» Amélie secoua la tête, le cœur battant. À l'intérieur, une invitation manuscrite. « Chère Amélie, permettez-moi de vous rencontrer ce soir à l'orée du bois de la Croix-Rousse. Un ami sincère, H.D. » Le choc la traversa comme un vent froid. Était-ce lui, l'homme de l'auberge? Marguerite, ignorant le contenu, jeta l'enveloppe au feu du foyer. « Pas de distraction. Demain tu iras à l'atelier de tissage en ville. Les dettes nous étouffent et ton labeur paiera. » Mais Amélie, ce soir-là, s'échappa discrètement. Vêtue de sa cape de laine rapiécée, elle marcha sous la lune pâle vers le bois où les arbres centenaires murmuraient des secrets anciens. L'air était embaumé de résine et de terre humide. Soudain, une silhouette émergea de l'ombre. Henri Duval en personne, sans sa suite, vêtu d'un simple manteau sombre qui ne masquait pas sa stature athlétique.
Ses cheveux poivre et sel encadraient un visage marqué par les soucis des affaires, mais ses yeux brillaient d'une intensité fiévreuse. « Amélie », murmura-t-il, tendant la main avec une douceur inattendue. Elle recula, le bouquet fané serré contre elle. « Comment savez-vous mon nom? Pourquoi moi ?» Il sourit faiblement, révélant une cicatrice discrète sur sa joue, souvenir d'un duel d'affaires passé. « Je vous ai vu au marché il y a des mois. » Votre rire a illuminé la foule. Depuis, je ne vis que pour cela. Ma vie est un empire de soie et d'or, mais vide. Vous êtes la lumière que je cherche. Les mots la désarmèrent. Ils parlèrent des heures durant, assis sur un tronc moussu. Il lui conta son veuvage précoce, la perte de sa femme dans une épidémie de fièvre et comment les affaires l'avaient isolé dans un manoir opulent au cœur de Lyon. Elle, à son tour, avoua les dettes qui enchaînèrent sa tante, les nuits solitaires dans la ferme glacée. Pourtant, sous la surface, une tension invisible grandissait. Henri portait un anneau d'or au doigt, symbole de son rang. Amélie sentait le poids des mondes qui les séparaient. Lui, avec ses dîners chez les bourgeois, ses voyages en calèche vers Paris. Elle, avec ses matins de labeur et ses robes sans froufrou. « C'est impossible !» souffla-t-elle enfin se levant. Mais il la retint doucement par le poignet. « Rien n'est impossible dans cette époque de merveille. Donnez-moi une chance de vous prouver mon amour. » Le vent se leva, portant l'écho lointain des cloches de la cathédrale Saint-Jean. Amélie rentra chez elle, le cœur en tumulte, ignorant que des yeux jaloux les avaient observés depuis les fourrés, ceux de Victor Lange, un rival d'affaires d'Henri, un homme au visage anguleux et aux ambitions voraces, qui voyait en cet amour une faiblesse à exploiter. Le lendemain, à l'atelier de tissage, Amélie maniait la navette avec frénésie, l'esprit ailleurs. Les métiers à tisser cliquetaient comme un cœur mécanique, emplissant l'air de poussière de lin. Ses compagnes, des ouvrières au tablier taché, chuchotaient sur les ragots de la ville. Les bals masqués, les fortunes des magnates. Mais pour Amélie, tout avait changé. Un petit paquet arriva discrètement, livré par un garçon d'écurie, une écharpe de soie pure, douce comme un baiser, avec un billet. « Portez-la près de votre cœur. H. » Elle la cacha, rougissante, sentant pour la première fois le frisson d'un destin plus grand. Pourtant, le soir venu, Marguerite la confronta. « J'ai entendu des rumeurs. Un homme de la ville, oublie-le. Nous sommes des paysans, pas des courtisanes. » Amélie se tut, mais intérieurement, une flamme s'allumait. Était-ce le début d'une vie nouvelle ou le prélude à une chute inévitable? Tandis que la nuit enveloppait la ferme, un corbeau croassa au loin, présage sombre. Si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures de la belle époque et commentez en bas de quelle ville et de quel pays regardez-vous cette vidéo. Votre soutien fait vivre ces récits passionnants. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon pour Amélie, comme si le monde qu'elle connaissait se fissurait sous ses pieds. La ferme, avec ses murs de pierre couverts de lierre et son toit de tuiles patiné par les pluies, reprenait son rythme impitoyable. Au lever du soleil, elle se levait avant l'aube, enfilant sa robe de laine grise, usée aux genoux, et son tablier amidonné, qui sentait la terre et le savon de Marseille. Marguerite, sa tante, régnait sur ce domaine modeste d'une main de fer, veillant à ce que chaque corvée soit accomplie sans faille. À 45 ans, elle portait ses cheveux en un chignon austère et sa silhouette voûtée trahissait des années de veuvage solitaire, depuis que le mari, un fermier ruiné par les mauvaises récoltes, avait succombé à la toux galopante. « Amélie, les champs n'attendent pas tes rêveries », lança Marguerite ce matin-là, depuis la cuisine où le feu de bois crépitait dans l'âtre. L'air était chargé d'odeurs de pain frais et de lait caillé, tandis que les poules caquetaient dehors. Amélie hocha la tête, attrapant le seau en fer blanc pour traire les vaches. Ses mains, rugueuses et tachées de terre, pressaient l'épice avec une habitude machinale. À 18 ans, elle était le pilier de cette maison endettée. Les usuriers de Lyon, ces ombres voraces des bas-fonds de la ville, réclamaient leur dû sur la petite parcelle de terre héritée des parents d'Amélie,
emportée par une fièvre infantile 10 ans plus tôt. La jeune fille, aux boucles châtaines, nouées en un foulard simple et aux yeux verts pétillants de curiosité contenue, rêvait parfois d'un horizon plus vaste que ces collines du Rhône. Mais la réalité la rattrapait vite. Les dettes s'accumulaient comme la boue après la pluie, et Marguerite, pragmatique jusqu'à la dureté, l'empêchait de toute fantaisie. Dans la société de Lyon, en cette belle époque naissante, les hiérarchies sociales se dessinaient comme les canaux qui irriguaient la ville. Les magnats des soieries, ces rois de la soie, vivaient dans des hôtels particuliers aux façades sculptées, le long de la place Bellecour, où les calèches attelées de chevaux pur sang roulaient sur les pavés polis. Eux fréquentaient les salons feutrés, les opéras du théâtre des Célestins, où l'étiquette dictait chaque geste, un salut incliné pour les dames en robe de taffetas à crinoline, un échange de cartes de visite pour les messieurs en redingote et gilets brodés. Amélie, en revanche, appartenait au monde des ouvriers et des paysans, où les dimanches se passaient à la messe de l'église Saint-Nizier, entassés sur des bancs de bois dur, et où les fêtes du village se limitaient à une danse sous les guirlandes de lanternes de papier. Les classes ne se mélangeaient pas. Un amour entre une fileuse et un bourgeois relevait du scandale, murmuré dans les lavoirs ou les marchés aux halles de la Part-Dieu. Pourtant, l'écharpe de soie qu'Henri lui avait envoyée reposait cachée sous son matelas, un trésor doux contre sa peau. Amélie la touchait parfois du bout des doigts, imaginant la chaleur de ses ateliers, où des centaines de métiers à tisser ronronnaient jour et nuit, produisant des rouleaux d'étoffes chatoyantes destinés aux modeuses parisiennes. Ce midi-là, tandis qu'elle sarclait les rangs de légumes dans le potager, carottes et choux cabus sous un soleil timide, un voisin, le vieux Pierre, un vigneron aux joues rougies par le vin, s'approcha en boitant. « J'ai vu un cavalier hier soir près du bois, ma petite. Un homme de la ville, à en juger par son allure. Prends garde, les ragots voyagent plus vite que le vent. » Amélie rougit, feignant l'indifférence. Mais son cœur s'emballa. Était-ce déjà le début des murmures? Pierre s'éloigna en secouant la tête, son bâton claquant sur le sol. L'après-midi l'amena à l'atelier de tissage en ville. Un trajet à pied le long des quais de la Saône, où les péniches, chargées de cocons, glissaient paresseusement. Lyon bourdonnait, les marchands criaient leurs offres de fromages et d'épices, les femmes en capeline ajustaient leurs voiles, et l'air vibrait du tintement des cloches. À l'atelier, un vaste hangar aux murs noircis par la vapeur des machines primitives, Amélie rejoignit ses compagnes. Elle maniait les navettes de bois, leurs doigts agiles, filant le lin en fil fin, sous la surveillance d'un contremaître bedonnant qui aboyait des ordres. « Plus vite, les filles, la commande pour Paris attend pas !» Les ouvrières, âgées de 16 à 30 ans, portaient des blouses de percale grises et des jupes entravées pour ne pas s'accrocher aux engrenages. Parmi elles, sa meilleure amie, Claire, une brune vive aux taches de rousseur, se pencha vers elle. « Tu as l'air ailleurs, Amélie. Un amoureux secret ?» Amélie rit nerveusement, mais un regard furtif vers la fenêtre lui fit entrevoir une silhouette au loin. Un homme en chapeau melon, observant l'atelier. Victor Lange, le rival d'Henri dont elle avait vaguement entendu parler aux foires, un négociant ambitieux, aux 40 ans, avec un nez busqué et une réputation de manœuvre sournoise pour ravir des parts de marché. Le soir, de retour à la ferme, Marguerite prépara un souper frugal, soupe de légumes et pain noir, autour de la table massive en chêne. « La ville nous tend des pièges, Amélie. Souviens-toi de ta mère. Elle a flirté avec un voyageur et regarde où ça l'a mené. La misère. » La tante, les yeux plissés par les rides du labeur, ignorait tout de l'invitation brûlée, mais son intuition aiguisée flairait le danger. Amélie acquiesça en silence, le poids de l'écharpe contre sa poitrine comme un serment secret. Tandis qu'elle aidait à ranger la vaisselle, assiette en faïence ébréchée, un bruit étouffé se fit entendre dehors, un caillou jeté contre la fenêtre. Elle se précipita, le cœur battant. Au clair de lune, une ombre s'éloigna dans les vignes, un billet plié glissé sous la porte. « Demain, midi, au pont de la Guillotière. Ne me laissez pas seule avec mes regrets. » H. Amélie le serra dans sa paume, un frisson la traversant.
Était-ce une promesse ou un piège? La nuit tomba, lourde d'incertitude, et au loin, les lumières de Lyon scintillaient comme des étoiles jalouses. Le soleil de midi peignait les quais de la Saône d'une lumière dorée, faisant scintiller les eaux paresseuses comme un ruban de soie déroulé. Amélie avançait d'un pas rapide, son cœur cognant contre sa poitrine comme un tambour de foire. Elle avait prétexté une course en ville à Marguerite, emportant un panier vide pour tromper les apparences. Sa robe de coton bleu, lavée la veille et amidonnée avec soin, flottait légèrement autour de ses chevilles, mais ses bottines usées claquaient nerveusement sur les pavés irréguliers du pont de la Guillotière. À 18 ans, elle n'avait jamais osé défier ainsi l'ordre des choses. Une paysanne se rendant à un rendez-vous secret avec un homme de la haute société. Les passants, des marchandes au panier chargé de légumes, des ouvriers en casquettes graisseuses, la frôlaient sans la voir. Mais elle sentait déjà le poids des regards invisibles. Le pont, un ouvrage de pierre massive reliant les deux rives animées de lions, vibrait du passage des charrettes et des cris des colporteurs. Au milieu, adossé à la rambarde, se tenait Henri Duval. Il avait troqué sa redingote habituelle pour un manteau plus discret de laine sombre, boutonné jusqu'au col, et son chapeau melon ombrageait ses traits fatigués. À ses côtés, un modeste attelage attendait, conduit par un valet discret. Quand il l'aperçut, ses yeux s'illuminèrent d'une flamme contenue. « Amélie, vous êtes venue. » Sa voix, grave et chaude, couvrit le bruit des roues sur la pierre. Elle s'arrêta à quelques pas, serrant son panier comme un bouclier. « Monsieur Duval, Henri, ce billet. C'était imprudent, si ma tante l'apprenait, ou les gens du village. » Il s'approcha, tendant une main gantée avec une douceur qui contrastait avec sa stature imposante. « Appelez-moi Henri, je vous en prie. Et imprudent? Peut-être. Mais le destin ne frappe pas deux fois à la porte. » Il la guida vers un banc isolé, sous l'ombre d'un saule pleureur dont les branches effleuraient l'eau. Là, assis côte à côte, il lui parla sans détour. Son empire de soierie, bâti sur des ateliers enfumés le long du Rhône, croulait sous des dettes cachées, des prêts usuraires contractés pour rivaliser avec les importations italiennes, des alliances familiales rompues après la mort de sa femme. J'ai tout sacrifié à cet or factice. Mais vous représentez la vérité que j'ai perdue. Partons ensemble, Amélie. J'ai une maison à la campagne, près de Vienne, où personne ne nous jugera. Laissez-moi racheter vos dettes, libérez votre tante de ce fardeau. Les mots la frappèrent comme un coup de vent. Racheter les dettes, la ferme sauvée, Marguerite apaisée. Mais à quel prix? Elle recula légèrement, ses yeux verts fixés sur le fleuve qui charriait des feuilles mortes. Vous parlez d'amour, Henri, mais c'est un gouffre entre nous. Je suis une paysanne, liée à la terre par le sang et la sueur. Vous, un magnate dont le nom fait trembler les banquiers. Si on nous voit, ce sera le scandale. Les ragots iront jusqu'au salon de la place Bellecour, et ma réputation. Elle sera brisée comme du verre. Il posa une main sur la sienne, un geste timide qui envoya une chaleur inattendue le long de son bras. Le scandale, qu'il vienne. J'ai affronté pire, la ruine voilée, la solitude d'un veuf sans air. Donnez-moi une chance de vous prouver que l'amour transcende les classes. Demain, à l'aube, mon attelage vous attendra au bout du sentier. Une alliance secrète, un contrat notarié pour protéger votre famille. Ensuite, nous fuirons vers un avenir libre. Hésitante, Amélie se leva, le panier pendant mollement à son bras. L'idée la terrifiait et l'enivrait à la fois. Refuser signifiait retourner à la ferme, aux corvées interminables, aux dettes qui les étouffaient comme une marée montante. Accepter. C'était plonger dans un monde d'étiquettes rigides, de dîners formels où les fourchettes d'argent dictèrent le rang, de regards scrutateurs dans les théâtres lyonnais. « J'ai besoin de temps », murmura-t-elle, la voix tremblante. Henri inclina la tête, respectueux. Prenez-le, mais sachez que chaque heure sans vous est un vide. Il glissa dans sa main un petit médaillon d'or, gravé d'un motif de lavande, un clin d'œil à son bouquet fané. Gardez ceci. Il m'a appartenu autrefois, avec elle. Désormais, il est vôtre. Tandis qu'elle s'éloignait, traversant le pont bondé, un malaise la saisit.
Parmi la foule, un homme en manteau gris, le visage partiellement caché par un foulard, l'observait fixement. Victor Lange. Elle l'avait croisé une fois à la foire, ce négociant aux lèvres minces et aux yeux calculateurs, connu pour ses manigances dans les guildes de soierie. Il tourna les talons, disparaissant dans une ruelle étroite, mais pas avant d'avoir noté l'échange. Le premier obstacle se dressait déjà. La vigilance publique, ses yeux omniprésents de Lyon, ville de murmures et de secrets commerciaux. De retour à la ferme, l'après-midi s'étirait sous un ciel voilé. Marguerite l'attendait dans la cour, les bras croisés sur sa robe de serge noire, ses cheveux grisonnants échappant à son chignon. Où étais-tu si longtemps? Le panier est vide. Les usuriers passeront demain pour la mensualité. Si tu traînes en ville, c'est nous qui paierons. Amélie baissa les yeux, cachant le médaillon dans sa poche. Une course pour du fil, tante, rien de plus. Mais Marguerite, aiguisée par des années de survie, plissa les lèvres. Ne me mens pas, fille. J'ai vu le vieux Pierre ce matin. Il parle d'un cavalier près du bois. Et maintenant, toi, l'air coupable. Si c'est un homme, chasse-le de ton esprit. Nous n'avons pas besoin de complications. Les dettes nous lient ici, à cette terre maudite. Le soir tomba, lourd et oppressant. Amélie s'allongea sur sa paillasse, dans la chambre exiguë aux murs blanchis à la chaux, écoutant le vent gémir dans les vignes. Le médaillon pesait contre sa peau, symbole d'un choix impossible. Refuser Henri, c'était condamner la ferme à la saisie imminente. Les usuriers, menés par un certain Duval, non, un certain. Attends, les dettes étaient-elles liées à son empire? Une calomnie naissante, un veto familial de Marguerite et déjà la rupture du statu quo. Son monde simple se craquelait. Allié potentiel? Claire, peut-être, sa compagne d'atelier, qui pourrait la couvrir. Antagoniste, Victor, tapis dans l'ombre, et Marguerite, gardienne intransigeante des traditions. Au milieu de la nuit, un bruit la tira du sommeil, un cheval au galop, loin dans la nuit. Était-ce un messager d'Henri ou un émissaire de l'ange? Amélie se redressa, le cœur en feu. Demain, à l'aube, elle devrait choisir, rester enchaînée au passé ou franchir le pont vers un contrat qui changerait tout. Mais au loin, les cloches de la basilique de Fourvière sonnèrent minuit, comme un avertissement solennel. L'aube se leva sur Lyon comme un voile de brume argentée, effleurant les toits des ateliers et les flèches de la cathédrale. Amélie, les yeux cernés par une nuit agitée, enfila sa cape usée et glissa le médaillon d'or dans l'encolure de sa robe. Le métal froid contre sa peau la rappela à la réalité. L'attelage d'Henri l'attendait au bout du sentier, promesse d'un contrat secret pour racheter les dettes familiales. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle quittait la ferme en silence, évitant les craquements du plancher qui pourraient alerter Marguerite. Les vignes endormies bordèrent le chemin, et l'air frais portait l'odeur des premières rosées. Mais, au détour du sentier, rien. Pas de calèche, pas de valet. Seulement un billet plié sur une pierre, retenu par un caillou. Le destin nous teste. Retrouvons-nous ce dimanche à la messe de Saint-Nizier. Venez en robe propre, je serai là, incognito. H. Amélie froissa le papier. Un mélange de soulagement et de frustration l'envahissant. Incognito, dans une église bondée, où les paroissiens scrutaient chaque arrivée. Pourtant, l'idée d'un refuge sacré la tenta. Elle rentra, feignant une promenade matinale, et passa la journée à sarcler les champs sous le regard suspicieux de sa tante. « Tu as l'air d'un fantôme, fille. Prie pour que les usuriers nous laissent tranquilles, » grommela Marguerite en remuant la soupe du soir. Le dimanche arriva, jour de repos forcé dans ce monde ouvrier. Amélie choisit sa plus belle robe, un coton bleu fané, ourlé de dentelles grossières, hérité de sa mère, et noua un ruban dans ses boucles châtaines, sans chignon sévère pour une fois. La messe de Saint-Nizier, au cœur de la vieille ville, attirait un mélange éclectique, paysans en sabots, ouvrières en tabliers propres, et même quelques bourgeois en habits du dimanche, venus expier leur luxure de la semaine. L'église, avec ses voûtes gothiques et ses vitraux filtrant une lumière colorée, bourdonnait de murmures avant la sonnerie des cloches.
Amélie s'assit sur un banc du fond, près d'une colonne sculptée, son panier de messe, contenant un livre de prière usé et une pomme pour le déjeuner, posé à ses pieds. L'orgue entonna l'entrée, et la foule se leva dans un froissement de tissu. Puis, elle le vit. Henri, 3 rangs devant, vêtu d'un manteau gris anonyme, sans chapeau melon ni gilet brodé. Il se tourna légèrement. Ses yeux sombres croisant les siens dans un éclat fugace, un micro-geste, un infime hochement de tête chargé de complicité. Son cœur s'emballa. Pendant l'office, tandis que le prêtre psalmodiait les évangiles sur l'amour du prochain, Amélie sentit une présence à ses côtés. Non, pas à côté, mais un homme s'était glissé sur le banc adjacent, un inconnu aux épaules larges, vêtu d'une redingote élimée qui ne masquait pas une prestance naturelle. « Bonjour, mademoiselle », murmura-t-il à mi-voix, pendant que l'assemblée s'agenouillait. C'était Henri, transfiguré par la simplicité, barbe naissante, col ouvert, comme un voyageur de passage. « Vous êtes rayonnante aujourd'hui. » Elle rougit, jetant un regard nerveux autour d'elle. Les fidèles, absorbés par la cérémonie, ne semblaient pas remarquer. « C'est imprudent, Henri. Ici, les langues vont bon train. » Il sourit, un coin de lèvres se relevant, et glissa dans sa main un petit objet. Un broche de laiton en forme de lavande, modeste mais finement ciselé. Un talisman, pour vous rappeler que je pense à vous, même dans la prière. Le métal tiède effleura sa paume, initiant un arc émotionnel. Ce n'était plus seulement un médaillon hérité, mais un lien neuf, forgé dans l'instant. La messe se poursuivit, entrecoupée de silences partagés. Leurs épaules se frôlèrent une fois, un contact fugace qui envoya une vague de chaleur à travers elles. Henri murmura des bribes de son monde. « Les ateliers tournent sans moi ce matin, pour vous. » Amélie, osant à peine répondre, avoua. Ma tante resserre les chaînes. Les dettes pèsent comme un linceul. Il posa une main sur le banc, près de la sienne, sans la toucher. Un silence chargé, où les mots inutiles laissaient place à une compréhension muette. Pour la première fois, elle entrevit l'homme derrière le magnate, vulnérable, isolé par ses succès. Mais la friction de classe surgit subtilement. Au sortir de l'église, sous le porche ombragé où les paroissiens se saluaient, une voix aigre perça l'air. C'était Madame Bertrand, une commère du village, une veuve replète en bonnet amidonné, qui avait vu Amélie entrer seule, mais sortir près d'un étranger. « Tiens, la petite Moreau en habit de demoiselle. Qui est ce galant qui te colle au basque, un ouvrier en goguette ?» Les rires fusèrent, discrets mais piquants. Amélie pâlit, serrant le broche dans son poing. Henri, à un pas, intervint d'une voix calme, feignant l'innocent. « Une simple connaissance de marché, madame. Rien de plus. » Sa défense fut minimale, un bouclier verbal qui la protégea sans alerter. Pourtant les yeux de Madame Bertrand s'attardèrent, suspicieux. Dehors, sur la place pavée animée par les marchands de fleurs et les enfants courant après des cerfs-volants, Henri s'éloigna rapidement, un dernier regard prometteur. Amélie rentra seule, le broche épinglé à l'intérieur de sa cape, mais le poids des murmures la suivit. À la ferme, Marguerite l'attendait, les bras croisés. « On parle de toi à la messe, fille. Un homme, si c'est vrai, c'est la honte sur notre maison. » Amélie se tut, mais intérieurement, l'humiliation subtile la rongeait. Une paysanne épiée, jugée pour un frôlement d'espoir. Pourtant, ce soir-là, dans la quiétude de sa chambre, elle accrocha le broche à son miroir fêlé. Un petit avancement émotionnel. La lavande symbolisait non plus un passé fané, mais un futur en bourgeon. Mais au loin, dans les ombres de Lyon, Victor Lange recevait un rapport de son espion, un gamin des rues payé pour observer. La paysanne et Duval, à l'église. Un scandale en gestation. Lange, dans son bureau encombré de rouleaux de soie concurrents, esquissa un sourire froid. Il agissait déjà dans l'ombre, une lettre anonyme, glissée dans la boîte aux lettres d'un journal local, murmurant des rumeurs sur l'intérêt suspect d'un magnate pour une ouvrière. Le lendemain matin, au marché de la Croix-Rousse, un commentaire circula. Un boutiquier chuchota à une cliente, entendu que Duval fricote avec une gamine des champs. Les soieries en pâtiront.
La conséquence sociale se faisait visible, un filet de ragots prêt à noyer l'étincelle naissante. Amélie, vendant des œufs au bord du Rhône, sentit le premier vrai péril. Son intégration au nouveau monde d'Henri n'était qu'un test fragile, et les ombres s'allongeaient. La pluie s'abattit sur Lyon comme un rideau de fer, transformant les rues pavées en torrents boueux. Amélie courait sous l'averse, sa cape de laine trempée collant à sa peau, le panier d'œufs vide serré contre elle. C'était l'après-midi d'un mardi ordinaire, mais le ciel avait décidé autrement. Une tempête soudaine, venue des collines du Beaujolais, qui fouettait les toits des ateliers et faisait gémir les volets. Elle avait quitté la ferme plus tôt que d'habitude, prétextant une livraison en ville, mais en vérité, son esprit la poussait vers le Rhône, vers un espoir fragile. Les ragots du marché la hantaient encore. Ces murmures sur Henri et elle, propagés comme une traînée de poudre par les commères de la Croix-Rousse. Victor Lange, elle en était sûre, tirait les ficelles dans l'ombre, son regard calculateur planant comme un vautour. Soudain, un éclair zébra le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler les berges. Amélie s'abrita sous un porche étroit, près d'un entrepôt abandonné le long du fleuve. L'eau ruisselait de son foulard, mouillant ses boucles châtaines qui s'échappaient en mèches désordonnées. À 18 ans, elle se sentait minuscule face à cette furie céleste, comme si le destin lui-même conspuait contre son secret. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle pour elle-même, les dents claquant de froid. Le porche, sombre et exigu, ne protégeait qu'à peine. Le vent hurlait, portant l'odeur de la terre détrempée et du bois pourri. C'est alors qu'une silhouette émergea de la pénombre, un parapluie noir claquant comme une voile. Henri Duval. Il était là, trempé lui aussi, son manteau sombre plaqué contre son torse athlétique, les cheveux poivre et sel collés au front. « Amélie, par le ciel, que faites-vous ici ?» Sa voix couvrit le tumulte, un mélange d'inquiétude et de soulagement. Il s'approcha, déployant le parapluie au-dessus d'elle, les gouttes cascadant sur le tissu huilé. Elle recula instinctivement, surprise par cette coïncidence. Ou était-ce le destin? Je rentrais de la ville. La pluie m'a surprise. Ses yeux verts croisèrent les siens, sombres et intenses. Et pour la première fois, elle vit au-delà du magnate. Un homme vulnérable, marqué par les rides du souci. Le confinement fut forcé, impitoyable. L'orage redoubla, bloquant toute issue. Les rues étaient devenues des rivières furieuses, et le pont voisin, submergé, interdisait le passage. « Venez, il y a un abri là-dedans », dit-il en indiquant une petite remise attenante à l'entrepôt. Une cahute de bois, réservée aux pêcheurs du fleuve. Ils s'y glissèrent, l'espace étroit les obligeant à se tenir côte à côte, leurs épaules se frôlant dans l'obscurité relative. L'air était chargé d'humidité, imprégné d'une odeur de résine et de vieux filets. Henri alluma une lanterne à huile qu'il portait, sa flamme vacillante projetant des ombres dansantes sur les murs écaillés. « Asseyez-vous » murmura-t-il, étendant son manteau sur une caisse pour lui offrir un siège improvisé. Assis là, dans ce cocon forcé par la tempête, les barrières tombèrent lentement. Amélie, les mains tremblantes, sortit le broche de lavande de sa poche, l'objet hérité de la messe, symbole de leur lien naissant. Je l'ai gardé près de moi, comme un talisman contre les ragots. Henri hocha la tête, ses yeux s'adoucissant. Les ragots, ils sont le prix de ma position. Mais écoutez-moi, Amélie. Derrière l'empire de soi, il y a une blessure que je n'ai jamais guérie. Il marqua une pause, le tonnerre grondant dehors comme un écho à son aveu. À 42 ans, veuf depuis 10 ans, il porta la main à sa poitrine, où un vieux carnet relié de cuir émergea de sa poche intérieure. C'était à elle, ma femme, Élise. Elle l'a rempli de poèmes pendant sa grossesse, notre fils. Il n'a pas survécu à la fièvre qui l'a emporté. Depuis, je me suis enfermé dans les affaires, un devoir froid qui m'isole plus que n'importe quel manoir. Les mots la désarmèrent. Amélie toucha le carnet du bout des doigts, sentant la texture usée, comme si elle effleurait un passé hanté. Le luto. Il vous ronge encore. Moi, j'ai perdu mes parents à 8 ans. La ferme est devenue une prison, avec Marguerite qui porte le poids seule.
Les dettes, c'est comme un fantôme familial, un devoir que je ne peux fuir. » Sa voix se brisa légèrement, révélant une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais partagée, pas même avec Claire. Henri la regarda, humanisé par la confidence. Plus le magnate imposant, mais un homme brisé par le deuil, ses épaules larges voûtées sous le fardeau. « Vous comprenez alors ? Ce n'est pas seulement de l'amour que je vous offre, Amélie. C'est une chance de guérir ensemble. Laissez-moi être votre force, comme vous l'êtes pour moi. » La scène encore s'approfondit quand il ouvrit le carnet, lisant à voix basse un poème d'Élise sur la lavande des champs. Fleurs humbles qui défient les vents, comme l'amour vrai défie les rangs. Sa voix, rauque d'émotion, remplit l'espace exigu, et Amélie sentit une larme couler, non de tristesse, mais d'une connexion naissante. Leurs mains se frôlèrent sur le cuir, un geste innocent qui changea la température. La confiance s'installa, tacite, comme une promesse murmurée dans le creux de l'orage. « Je vous crois, Henri. Peut-être. Peut-être que nous pouvons essayer. » Il sourit faiblement, un éclat de chaleur dans ses yeux, sans aller plus loin. Juste cette intimidade forcée, forgée par la tormenta, qui humanisait leurs âmes blessées. Dehors, la pluie faiblissait, mais un bruit les alerta, des pas pataugeant dans la boue. Henri se raidit, éteignant la lanterne d'un geste. À travers une fente du mur, ils aperçurent une silhouette encapuchonnée. Un émissaire, sans doute de Victor Lange, glissant une enveloppe sous la porte de l'entrepôt voisin avant de s'éloigner. « Il nous surveille », souffla Henri, le visage assombri. « L'ange veut mes ateliers, cet amour et sa faiblesse à exploiter. » Amélie serra le broche, la confiance naissante ébranlée par ce signal d'alarme. L'orage s'apaisa enfin, laissant un ciel plombé. Ils sortirent, se séparant avec un regard chargé, une promesse tacite de se revoir, malgré le danger. Amélie rentra à la ferme, le carnet en mémoire, mais au seuil, un messager l'attendait. Une lettre cachetée, anonyme. « Les dettes de votre famille doublent demain. Choisissez, la terre ou le scandale. » Le cœur serré, elle la froissa, la marée émotionnelle rebaissée par cette menace voilée. Marguerite, depuis la porte, l'observait déjà, suspicieuse. La nuit tombait, et avec elle, un nouveau voile d'incertitude. La nuit s'étira comme un linceul sur la ferme, lourde d'ombres et de murmures. Amélie serrait la lettre anonyme dans son poing, le papier froissé imprégné d'une encre fraîche qui sentait l'encre et la trahison. Les dettes doublent demain. Choisissez, la terre ou le scandale. Les mots dansaient devant ses yeux, un ultimatum voilé qui la clouait au sol. Dehors, la pluie résiduelle tambourinait sur le toit de tuiles, et Marguerite, depuis le seuil, la fixait d'un regard acéré, sa silhouette massive encadrée par la lueur vacillante de la lampe à huile. « Qu'est-ce que c'est, cette fois ? Une autre de tes folies urbaines ?» grogna-t-elle, tendant la main pour arracher le billet. Amélie recula, le cœur cognant. Rien, tante, juste un avis des usuriers. Mais le mensonge sonnait faux, et Marguerite plissa les lèvres, ses rides creusant comme des sillons labourés. Les usuriers ne glissent pas des papiers sous la porte comme des voleurs. Si tu attires des ennuis sur cette maison, je te jure que tu regretteras d'avoir vu le jour. Le lendemain matin, l'aube se leva pâle sur les vignes du Rhône, un soleil timide filtrant à travers les nuages bas. Amélie se leva tôt, les membres lourds de fatigue, enfilant sa robe de coton grise tachée de terre. Le médaillon et le broche de lavande, cachés dans un repli de tissu, pesaient comme des secrets trop lourds. Elle devait voir Henri, lui parler de cette menace qui rampait comme un serpent. Mais d'abord, les corvées traire les vaches dans l'étable humide, où l'air chargé de foin frais et de lait tiède offrait un répit illusoire. Ses mains rugueuses pressaient d'épices, mais son esprit vagabondait vers le fleuve, vers cet homme qui avait ouvert une brèche dans sa vie close. Marguerite, affairée à la cuisine, remuait une bouillie d'avoine dans une marmite noircie. « Aujourd'hui, tu restes ici. Pas de escapade en ville. Les dettes nous étouffent déjà sans tes distractions. » Amélie hocha la tête en silence, mais intérieurement, une révolte couvait.
Pour la première fois, elle osait défier l'ordre immuable de la ferme. Midi approchait quand un bruit de sabots résonna dans la cour. Pas un cavalier solitaire, mais une troupe. 2 hommes en redingote sombre, montés sur des chevaux nerveux, escortant une calèche noire aux armes discrètes. Victor Lange en descendit le premier, son visage anguleux taillé comme un couteau, ses yeux gris froids, balayant les lieux avec un mépris calculé. À 45 ans, il régnait sur une guilde rivale de soieries, bâtie sur des alliances sournoises et des prêts exorbitants. Derrière lui, un notaire bedonnant, tenant un registre relié de cuir, et un greffier aux lunettes pincées. Marguerite sortit en trombe, essuyant ses mains sur son tablier. « Qu'est-ce que vous voulez ? Messieurs, cette terre est à nous !» Lange esquissa un sourire carnassier, ajustant son gilet brodé d'argent. « Madame Moreau, vos dettes ne le sont plus. Elles sont miennes, désormais. J'ai racheté les créances auprès des usuriers de la Guillotière. Et croyez-moi, je ne suis pas clément. » Amélie, figée dans l'étable, observait par l'entrebâillement de la porte, le sang se glaçant dans ses veines. Victor. Il avait agi vite, trop vite. Était-ce lié à l'orage, à l'espion aperçu? Le notaire déroula un parchemin, sa voix nasillarde coupe en l'air. La somme due s'élève à 5 000 francs, doublée par intérêt composé, paiement immédiat ou saisie de la propriété. Marguerite blêmit, ses mains tremblant sur sa jupe. 5 000. C'était 2 000 le mois dernier. Voleur! Lange s'approcha, son ombre s'allongeant sur le sol boueux. Pas de voleur ici, madame. Juste des affaires. Mais il y a une issue. Ses yeux se posèrent sur Amélie, qui émergeait lentement, le panier de lait oublié à ses pieds. Votre nièce, j'ai entendu dire qu'elle fréquente de haute compagnie, un certain Duval, magnate des soieries, un amour paysan pour un bourgeois, charmant, mais scandaleux. Si elle témoigne contre lui sur ses pratiques douteuses, ses dettes cachées, je pourrais effacer une partie de la dette. Le chantage frappa comme un coup de fouet. Amélie s'avança, les joues en feu, ses yeux verts, flamboyants de rage contenue. « Jamais. Vous ne savez rien de nous. » Lange rit, un son sec et sans joie. « Oh, j'en sais assez. J'ai des témoins, un attelage vu près du bois, une messe partagée à Saint-Nizier, et hier, sous l'orage, un tête-à-tête fluvial. » Lyon murmure déjà. Imaginez les journaux, le roi de la soie et la fille des champs. Sa réputation ruinée, ses contrats annulés, et la vôtre. Il se tourna vers Marguerite. Votre ferme saisie, votre nièce chassée comme une paria. La tante, atterrée, posa une main sur l'épaule d'Amélie. C'est vrai, fille, cet homme, il nous entraîne dans l'abîme. La jeune fille secoua la tête, mais la graine du doute était plantée. Victor déroula sa botte secrète, une lettre ouverte, lue à voix haute devant les voisins accourus, des paysans curieux, formant un cercle murmuré. Henri Duval courtise une ouvrière endettée pour éviter ses propres faillites. Source fiable. Les mots se propagèrent comme une traînée de poudre, blessant la réputation d'Henri publiquement, et par ricochet isolant Amélie dans un cocon de suspicion. La conséquence fut tangible, immédiate. Marguerite, les larmes aux yeux pour la première fois, gifla Amélie du plat de la main. « Traîtresse, à cause de toi, nous perdons tout. » La jeune fille recula, la joue brûlante, un vide s'ouvrant en elle. Isolation totale, plus d'alliés à la ferme, Claire à l'atelier qui l'éviterait par peur des ragots, et Henri. Était-il au courant? Le point de non-retour surgit quand Lange, triomphant, ordonna au greffier de sceller la saisie provisoire. Demain, l'huissier viendra, à moins que... Mais Amélie, brisée, tourna les talons vers les champs, courant jusqu'à l'épuisement. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. L'amour secret était exposé, la confiance ébranlée, et le monde qu'elle connaissait s'effondrait. Henri, alerté par un messager affolé, arriva au crépuscule, son cheval écumant. Mais Marguerite le chassa d'un balai, hurlant « Partez! Vous avez sali notre nom !» Il tenta de s'approcher d'Amélie, cachée dans l'étable, mais elle le repoussa, les larmes coulant. « C'est fini, Henri. Il nous sépare. Allez-vous-en, avant que le scandale ne vous noie aussi. »
Il s'immobilisa, le visage ravagé, puis remonta en selle, s'éloignant dans la nuit tombante. Séparation émotionnelle, un exil forcé. Amélie seule, face à un ultimatum social impitoyable. Au loin, les lumières de Lyon scintillaient, moqueuses, tandis qu'un corbeau croassait, présage d'une tempête plus grande encore. Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard de silence oppressant pour Amélie, comme si la ferme elle-même retenait son souffle. La saisie provisoire pesait sur chaque pierre, chaque brin de paille. Les champs restaient inentamés, les vaches beuglaient de faim, et Marguerite errait comme un spectre, les yeux rougis par des nuits sans sommeil. À 18 ans, Amélie se sentait piégée dans un étau invisible, le médaillon et le broche de lavande brûlant contre sa peau comme des marques de honte. Victor Lange avait gagné cette manche, son chantage exposant non seulement leur amour naissant, mais semant le doute sur Henri. Était-il vraiment un sauveur? Ou un opportuniste masquant ses propres faiblesses financières? Les ragots enflammaient Lyon, murmuraient au marché et dans les lavoirs, transformant Amélie en une figure de scandale, la paysanne qui avait ensorcelé un magnate pour sauver sa misère. Pourtant, au cœur de cette vallée de désespoir, une étincelle persista. Ce matin-là, 3 jours après la confrontation, alors qu'elle fouillait les vieux coffres de la ferme en quête de documents pour contrer la saisie, Amélie tomba sur une lettre jaunie, glissée entre des parchemins oubliés. C'était un billet datant de 5 ans, écrit d'une main tremblante, celle de sa défunte mère. « À ma fille bien-aimée, si le jour vient où les dettes nous écrasent, méfie-toi des usuriers liés aux soieries. Ils tissent plus que du fil. Ils ourdissent des pièges pour les Duval et les Lange. » Le nom de Duval la frappa comme un éclair. Sa mère avait connu Henri? Non, pas lui directement. Mais son père, un modeste fileur qui avait travaillé dans les ateliers avant de sombrer dans l'alcool et la ruine. La lettre mentionnait un prêt forcé, une manipulation où Lange, alors jeune négociant, avait racheté des créances pour ruiner un rival familial d'Henri, semant les graines des dettes qui enchaînaient maintenant la ferme Moreau. Le cœur battant, Amélie relut les lignes, les preuves se dessinant comme un tableau caché. Ce n'était pas un hasard. Lange avait ciblé leur famille depuis des années, utilisant les dettes comme arme pour affaiblir Henri, son ennemi juré dans la guilde des soieries. Le complot structural se révélait, une toile d'intrigue commerciale où l'amour d'Amélie n'était qu'un pion sacrifié. Une vague de colère la submergea, chassant le doute. Henri n'était pas froid par indifférence. C'était le poids de cette guerre silencieuse, le devoir de protéger son empire contre des prédateurs comme Lange, qu'il avait tenu distant au début. Elle serra la lettre, un pic d'espoir naissant. Si elle agissait, elle pouvait inverser le tabuléro. Sans un mot à Marguerite, encore boudeuse et isolée dans sa chambre, Amélie se rendit en ville, son foulard noué serré pour masquer son visage. Les rues de Lyon, pavées de pavés luisants sous un soleil timide, bruissaient de la vie quotidienne. Charrettes de fromage, femmes en capeline ajustant leurs ombrelles, et l'odeur persistante de la Saône mêlée à celle du pain chaud. Elle se dirigea vers l'atelier de Claire, sa confidente, qui l'accueillit dans l'arrière-salle encombrée de rouleaux de lin. « Amélie !» Les langues claquent partout. « On dit que tu as fui avec un bourgeois. » Claire, ses taches de rousseur accentuées par l'inquiétude, posa son ouvrage. Amélie lui montra la lettre, expliquant tout, le complot, les dettes manipulées. « J'ai besoin d'aide. Peux-tu me prêter du papier et de l'encre? Je vais écrire la vérité. » La plume grattant le vélin devint son arme. Assise à une table bancale, Amélie rédigea une lettre ouverte, destinée aux notables de la guilde des soieries et aux journaux locaux comme le Progrès de Lyon. Citoyen de Lyon, honorable marchand, je, Amélie Moreau, fille de paysans endettés, dénonce ici les manigances de Victor Lange. Non content de rançonner les humbles, il ourdit des complots pour détruire des rivaux comme M. Henri Duval, dont l'empire de soi illumine notre ville. Preuve à l'appui, une lettre de ma mère, témoin d'un prêt frauduleux datant de 5 ans. Elle joignit une copie de la missive maternelle
Et pour renforcer, Claire témoigna « J'ai vu des émissaires de l'Ange rôder près de la ferme, payant des gamins pour épier. » Cette action proactive, une initiative publique, rare pour une paysanne, altéra déjà la perception. Claire, émue, promit de la diffuser via les ouvrières de l'atelier, semant des doutes sur l'Ange. Le pic d'espoir culmina quand Amélie, le soir même, glissa une copie personnelle à un messager discret pour Henri. « Venez me voir demain, au vieux moulin de la Guillotière. La vérité nous unit. » La nuit fut agitée, mais l'aube apporta un valet de danger. L'Ange, alerté par ses espions, envoya un homme de main à la ferme. Il frappa à la porte, un dossier sous le bras, des faux témoignages de villageois achetés pour 100 francs chacun, accusant Amélie de mensonge et Henri de corruption. Marguerite, découvrant la lettre ouverte sur le seuil, la lut à voix haute, sa voix passant de la fureur à l'hésitation. « Fille, si c'est vrai, tu nous sauves. Mais si c'est un piège, nous sombrons. » Le notaire de l'Ange menaça « Retirez cela ou la saisie devient définitive, et Duval paiera pour ses dettes exposées. » La menace grandit, évoquant une indignation croissante. L'Ange, ce serpent aux ambitions voraces, piétinant les humbles pour son gain, manipulait non seulement les affaires, mais des vies entières. Amélie tint bon, son agency naissante comme un rempart. Henri arriva au moulin au crépuscule, sa silhouette se découpant contre le Rhône, coulant paresseusement. Vêtu d'un manteau simple, sans suite, il semblait rajeuni, libéré d'un poids. « Amélie, votre lettre. Elle a tout changé. » Ils s'assirent sur un banc de pierre usée, l'air embaumé d'humidité fluviale et de mousse. Il sortit un livre caissa, un ledger secret de ses ateliers, montrant des entrées falsifiées par des agents de l'Ange, prêts gonflés, contrats sabotés. Ce n'est pas de la froideur que j'ai montré, mais du devoir. Protéger mon héritage contre lui, pour ne pas vous impliquer plus tôt. Mais maintenant, vous avez pris les rênes. Leurs regards se croisèrent, une réapproximation contenue. Pas de passion flamboyante, mais une confiance profonde. Scellé par un serment muet. Il toucha sa main brièvement, un geste de gratitude. Ensemble, nous le vaincrons. Pourtant, le valet s'approfondit. Un espion de l'Ange surgit des fourrés, un portrait volé d'Élise, la femme d'Henri, brandi comme arme. « Il utilise même les morts pour vous discréditer !» s'exclama Amélie, arrachant le papier. L'indignation culmina contre le vilain. Ce monstre sans scrupules, prêt à fouiller les tombes pour son triomphe. Henri la serra contre lui un instant, fortifiant leur lien. « Votre courage m'inspire. Demain soir, à l'Assemblée publique de la Chambre de commerce, nous exposerons tout. Soyez là, à mes côtés. » Amélie rentra, le cœur gonflé d'un espoir teinté de péril, ignorant que l'Ange, dans son bureau sombre, lisait déjà la lettre ouverte, son visage tordu de rage. L'Assemblée approchait, un événement décisif où les magnats de Lyon se réuniraient sous les lustres du palais du commerce, et le destin du couple et de la ville se jouerait en public. Les lustres de cristal du palais du commerce scintillaient comme des étoiles captives, projetant une lumière chaude sur les marbres polis et les tapisseries brodées aux armes de Lyon. L'assemblée annuelle de la Chambre de commerce, en cette soirée de fin d'automne 1890, attirait l'élite des soieries. Magnates, en redingote taillée sur mesure, épouses parées de soie chatoyante et notables aux cravates impeccables. L'air vibrait d'un bourdonnement poli, cliquetis de verres de cristal, murmures sur les cours du cocon, et l'odeur subtile de tabac fin mêlée à celle des parfums parisiens. Amélie, pour la première fois dans ce sanctuaire des puissants, se tenait au bord de la salle, son cœur cognant comme un métier à tisser en furie. Vêtue d'une robe simple de taffetas gris clair, prêtée par Claire et ajustée à la hâte, elle serrait le médaillon d'or contre sa poitrine. Ses boucles châtaines, relevées en un chignon modeste orné d'un ruban de lavande, contrastaient avec les coiffures élaborées des dames. À 18 ans, elle était une intruse, une paysanne parmi les rois de la soie, mais son regard vert brûlait d'une détermination farouche. Henri Duval, à ses côtés,
posait une main discrète sur son bras, un geste de soutien chargé de la confiance forgée au moulin. Son manteau sombre, boutonné avec élégance, masquait la tension de ses épaules. À 42 ans, il affrontait ce soir son plus grand combat. Non pas pour ses ateliers, mais pour elle, pour eux. « Restez près de moi, Amélie, la vérité est notre arme », murmura-t-il, sa voix grave couvrant le brouhaha. Victor Lange, au centre de la tribune, trônait comme un conquérant, son visage anguleux éclairé par les flammes des candélabres. Entouré de ses alliés, notaires complaisants et témoins grassement payés, il sirotait un porto, ses yeux gris guettant l'entrée du couple. Le piège était tendu. Il avait orchestré une sabotage finale, un dossier gonflé de faux semblants pour discréditer Henri publiquement et briser Amélie une bonne fois pour toutes. Le président de la Chambre, un homme âgé aux favoris blancs, frappa un maillet sur la table d'acajou. « Messieurs, mesdames, l'ordre du jour porte sur les alliances commerciales et les dettes de la guilde. » La salle se tut, les regards convergeant vers la tribune. Lange se leva le premier, un sourire mielleux aux lèvres. « Honorable membre, permettez-moi d'illuminer une ombre sur notre commerce florissant. » Il déroula un épais dossier, ses doigts fins comme des araignées tissant leur toile. Henri Duval, notre cher collègue, n'est plus le pilier qu'il prétend. Ses dettes cachées, 15 000 francs auprès d'usuriers italiens, menacent l'ensemble de nos exportations. Et pour masquer cela, il s'allie à une paysanne, Amélie Moreau, dont la famille est enchaînée par des créances que j'ai justement rachetées. Un complot pour frauder les guildes. Des murmures choqués s'élevèrent comme un vent mauvais. Il brandit une lettre falsifiée, une cachetée d'un sceau volé. Voici la preuve. Duval promet à cette fille la saisie de mes propres ateliers en échange de son silence. Et des témoins confirment. Elle l'a ensorcelé pour sauver sa ferme ruinée. Un homme bedonnant, acheté par Lange, se leva du parterre. J'ai vu la demoiselle rôder près des quais, murmurant des secrets avec Duval, une espionne pour ses rivaux. Les rires étouffés fusèrent, et Amélie sentit le rouge de l'humiliation monter à ses joues. Les regards la transperçaient, de pitié moqueuse chez les dames, de dédain chez les messieurs. Henri se raidit, mais elle posa une main sur la sienne, un micro-geste de force partagé. Le président fronça les sourcils. « Monsieur Duval, répondez-vous à ces accusations ?» Henri s'avança. Sa voix résonnant claire dans la salle. « Oui, et je les réfute avec des faits, non des fables. » Il sortit son livre Kesha, le ledger secret, et le posa sur la table centrale. Voyez ces entrées, des prêts gonflés par les agents de Monsieur Lange, des contrats sabotés pour me ruiner. Pas 15 000, mais 5 000 francs, manipulés pour affaiblir ma concurrence. La contre-attaque fut vive, intelligente. Amélie, sentant le moment, s'avança malgré les chuchotements. Et moi, Amélie Moreau, je témoigne ici, devant vous tous. Sa voix, tremblante au début, gagna en assurance comme un fil de soie se tendant. Elle produisit la lettre de sa mère, jaunie mais intacte, et le portrait volé d'Élise, brandi par l'espion. Lange n'hésite pas à profaner les morts pour son gain. Ma famille a souffert de ces ruses il y a 5 ans. Il cible les humbles pour abattre les forts. Voici le témoignage de Claire Dupont, ouvrière loyale. Claire, appelée en renfort et cachée dans l'ombre, émergea, son tablier propre contrastant avec l'opulence. J'ai vu ses émissaires payer des gamins pour épier, pas d'espionnage de ma part, mais de la sienne. La salle bruissa, les doutes se retournant comme un vent changeant. Lange blêmit, son sourire se fissurant. Mensonge! Cette paysanne n'a pas sa place ici. Mais le président, examinant les preuves, la lettre maternelle corroborée par des sceaux authentiques, le ledger aligné sur des archives publiques, leva la main. Silence! Les faits parlent. Monsieur Lange, vos méthodes discréditent la guilde entière. Un notable, un vieil allié d'Henri, se leva. Duval a toujours honoré ses engagements. 7. Moreau montre un courage rare. De victime à témoin, elle mérite notre respect. Les applaudissements sporadiques enflèrent, reframant Amélie. Non plus la paria, mais une figure de droiture, une paysanne dont la voix pure perçait les intrigues. Lange, acculé, balbutia une défense,
Mais le dossier s'effondra sous les questions précises, faux témoins démasqués par leurs incohérences, la lettre falsifiée, trahie par son encre trop fraîche. La victoire fut contundante, un pic d'euphorie balayant la salle. Henri, rayonnant, serra la main d'Amélie publiquement, un geste osé, salué par des murmures approbateurs. « Vous avez sauvé plus que ma réputation. Vous avez sauvé notre avenir. » L'ange, humilié, fut escorté dehors par des huissiers, son empire fissuré par les sanctions immédiates. Exclusion temporaire de la guilde, enquête sur ses dettes. La communauté, touchée par cette morale choisse, choisir la vérité sur le gain, l'amour sur l'ambition, acclama le couple. Amélie, les larmes aux yeux, sentit le poids s'envoler. De humilier à respecter, son choix définissait non seulement qui elle était, mais qui ils étaient ensemble. La soirée s'acheva dans un silence post-tempête, les lustres semblant plus doux. Dehors, sous un ciel étoilé, Henri et Amélie s'arrêtèrent près d'une fontaine murmurante. « C'est fini le complot, mais nous commençons », murmura-t-il, ses yeux sombres plongeant dans les siens. Elle hocha la tête, une promesse intime tacite scellée par un regard prolongé, leurs mains entrelacées dans l'ombre. Pourtant, au loin, un messager approchait, portant une lettre de Marguerite. Un pardon fragile et l'ombre d'un nouveau défi familial. Leur triomphe n'était que le début. Les jours qui suivirent l'assemblée de la Chambre de commerce s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la tempête, emportant les débris du complot de Victor Lange. Lyon, ville de soieries et de secrets, bruissait encore des échos de cette nuit mémorable. Les journaux, du Progrès à la Gazette lyonnaise, titraient sur le triomphe de la vérité. Henri Duval, magnate intègre, avait sauvé son empire grâce à une paysanne courageuse, Amélie Moreau, dont la voix pure avait démasqué les intrigues. L'ange, acculé, avait fui la ville sous le poids des sanctions. Exclu de la guilde pour 5 ans, ses biens saisis par les créanciers qu'il avait lui-même manipulés, il s'était exilé à Marseille, où les vents salés balayaient sa réputation en lambeaux. Plus de droits sur les marchés, plus d'alliances. Il n'était plus qu'une ombre, un avertissement pour les ambitieux sans scrupules. À la ferme, l'aube se leva sur un monde renouvelé. Marguerite, assise à la table massive de la cuisine, les mains nouées sur sa robe de serge noire, fixait Amélie avec un mélange de remords et de fierté contenue. La lettre du messager, glissée sous la porte 2 nuits plus tôt, avait brisé la glace. « Viens me voir, nièce, j'ai lu les journaux. Peut-être que j'ai eu tort. » Amélie entra, le panier de lait frais à l'armure, ses boucles châtaines encore humides de rosée. À 18 ans, elle se tenait plus droite, sa silhouette mince irradiant une assurance nouvelle. Tante. Les dettes sont effacées. Henri a payé les usuriers ce matin avec les fonds libérés par la guilde. Marguerite leva les yeux, ridée par les ans, et pour la première fois, un sourire effleura ses lèvres. Ce Duval, il n'est pas comme les autres, mais promets-moi, pas de folie. Cette terre reste nôtre. Elles s'embrassèrent, un geste maladroit scellant le pardon familial. Marguerite, repositionnée en gardienne bienveillante, accepta même d'embaucher un aide pour les champs, libérant Amélie de ses chaînes les plus lourdes. Henri arriva à midi, son attelage sobre franchissant la cour boueuse. Vêtu d'une redingote grise sans ornement superflu, il descendit, un coffret de bois poli à la main. « Amélie », murmura-t-il, sa voix grave empreinte de gratitude. Elle s'avança, le cœur battant, tandis que Marguerite s'éclipsait discrètement vers l'étable. Sous le saule centenaire qui ombrageait la ferme, ils s'assirent sur un banc de pierre. Tout est arrangé, les dettes familiales, les ateliers, et l'ange paie le prix. Il ouvrit le coffret révélant un anneau d'argent simple, ciselé d'une lavande discrète, sans histoire toxique, forgé neuf par un orfèvre lyonnais. Pas un héritage du passé, un serment pour l'avenir. Voulez-vous, par choix libre, être mon égal dans cette vie? Amélie toucha l'anneau du bout des doigts, ses yeux verts brillants. Oui, Henri, entre égaux, pour guérir et bâtir. Il glissa la bague à son annulaire,
un rituel intime sous le ciel bleu, scellant leur alliance sans faste, mais avec une profondeur qui transcendait les classes. Leur transformation s'affirmait dans les actes. Henri, jadis isolé par le devoir froid des affaires, parla d'un legs. Nous ouvrirons une école pour les ouvrières des ateliers, pas de soieries imposées, mais lecture, calcul et métiers libres, pour que des filles comme vous, Amélie, n'aient plus à choisir entre la terre et la misère. Elle hocha la tête, sa voix assurée. Et une bibliothèque itinérante pour les fermes isolées. Ma mère aurait aimé cela. Leur compassion mutuelle rayonnait. Lui, leader magnanime qui déléguait désormais au contremaître. Elle, voix émergente qui inspirait déjà Claire et les compagnes de l'atelier. Les coadjuvants trouvaient à leur place. Claire, promue surveillante à l'école naissante, récompensée par un salaire stable. Le vieux Pierre, le vigneron, repositionné comme allié, offrant ses vignes pour les premiers cours en plein air. Même le notaire de la guilde, neutre jadis, devint un soutien discret, impressionné par leur intégrité. Le nouveau équilibre s'installa progressivement. La ferme, rénovée avec des fonds modestes d'Henri, devint un havre hybride. Champ verdoyant bordé d'un petit atelier de tissage familial, où Amélie formait les locales à des motifs inspirés de la lavande. Lyon les accueillait comme un couple uni, non par scandale, mais par exemple. Les dimanches à Saint-Nizier virent des regards approbateurs, et la place Bellecour murmura des félicitations lors d'un thé public où Amélie, en robe de taffetas bleu clair ourlée de dentelle simple, discuta avec les épouses de magnates de l'éducation des filles. L'image finale se grava un soir d'été, 2 mois plus tard. Sur les quais de la Saône, sous un coucher de soleil orangé qui peignait le fleuve en or liquide, Henri et Amélie s'arrêtèrent près d'un saule pleureur. Les bruits de la ville, cliquetis des calèches, rires lointains s'estompaient. Il l'attira doucement, leurs lèvres se rencontrant en un baiser pur, né de l'amour vrai, sans ombre du passé. « Notre horizon s'ouvre », souffla-t-il contre sa peau. Elle sourit, la main sur son ventre encore plat, mais prometteur, un enfant à venir, fruit de leur union libre. Derrière eux, l'école ouvrait ses portes pour la première fois, des lanternes à huile illuminant des visages curieux d'ouvrières et de paysannes, leur legs en action, un pont entre mondes, tissé de soie et de courage. Pourtant, au loin, un messager approchait à cheval, une lettre cachetée à la main. « De Paris, monsieur, une invitation à l'exposition universelle. » Henri la prit, un sourire complice aux lèvres. Était-ce le début d'aventures plus vastes? Amélie serra sa main, prête pour l'inconnu. Si vous avez aimé cette victoire du couple, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires émouvantes de la belle époque. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit triomphante au palais du commerce, et Lyon avait revêtu un manteau neuf sous les vents changeants de la belle époque. La ville, autrefois tissée de secrets et de soieries fragiles, bourdonnait désormais d'une vitalité plus large. Les ateliers s'étaient multipliés le long du Rhône, les expositions locales attiraient des visiteurs de Paris et de Genève, et l'air portait encore l'odeur subtile des cocons fraîchement éclos. Mais pour Amélie Duval, née Moreau, le temps avait sculpté un destin bien plus personnel, un chemin pavé de lavande et de victoires discrètes. C'était un matin d'été 1900, sous un soleil doux, qui filtrait à travers les voilages de la fenêtre. Amélie, à présent 28 ans, se tenait devant le miroir ancien de leur maison, non plus la ferme modeste des origines, mais un hôtel particulier aux abords de la Croix-Rousse, où les murs de pierre blonde s'ornaient de vignes grimpantes. Sa silhouette, affinée par les années et la maternité, portait une robe de taffetas vert pâle, ourlée de dentelles fines, inspirée des motifs qu'elle avait elle-même dessinés pour les ateliers familiaux. Ses boucles châtaines, jadis nouées en foulard simple, cascadaient maintenant en un chignon élégant, semé de fils d'argent précoces, trace des nuits passées à veiller sur des projets bien plus grands que les chants d'antan. Ses yeux verts, toujours pétillants, reflétait une femme transformée. Non plus la paysanne hésitante, mais une leader accomplie, cofondatrice d'une école pour ouvrières qui formait déjà des centaines de filles au métier de la soie et de la lecture.
Henri entra dans la chambre, son pas mesuré, trahissant les 48 ans qu'il portait avec une grâce athlétique. Son manteau de laine grise, taillé sobrement, encadrait un visage marqué par des rides d'expérience. La cicatrice sur sa joue, souvenir d'un duel lointain, adouci par un sourire constant. Veuf jadis isolé dans son empire, il avait délégué les rênes des soieries à des gérants loyaux, se consacrant à un legs partagé. Amélie, les enfants attendent en bas, l'école ouvre ses portes aujourd'hui. Sa voix, grave et chaude, enveloppa la pièce comme une écharpe de soie. Elle se tourna, posant une main sur son bras. Notre école, 10 ans, Henri, qui l'aurait cru? Il s'était marié 2 ans après l'Assemblée, dans une cérémonie intime, à l'église Saint-Nizier, sous les regards approbateurs des notables et des villageois. Pas de faste bourgeois, mais un échange d'anneaux simples, forgés avec la lavande comme motif, scellant une union d'égaux. Leur amour avait résisté au temps, forgé dans les épreuves et poli par les joies quotidiennes. Descendant l'escalier de bois ciré, ils traversèrent le salon où des portraits familiaux ornaient les murs. Un de la ferme originelle, un autre d'Élise, la première épouse d'Henri, honorée sans ombre jalouse. En bas, dans la cour pavée de galets, 2 enfants attendaient. La première, Élise, 8 ans, aux boucles châtaines et aux yeux verts hérités d'Amélie, serrait un bouquet de lavande fraîche. « Maman, papa, regardez, j'ai cueilli ça moi-même. » À ses côtés, le petit Henri, 5 ans, un garçonnet aux cheveux poivre et sel comme son père, agitait un livre d'images sur les métiers à tisser. « On va apprendre aux filles à filer comme toi, maman ?» Amélie s'agenouilla, les serrant contre elle, une vague d'émotion la submergeant. Ces enfants, nés d'un amour qui avait défié les classes, incarnaient leur victoire. Une famille unie, loin des dettes et des scandales. Dehors, la calèche les attendait attelée de 2 chevaux alezans, conduite par un cocher fidèle, l'un des premiers élèves de l'école, passé de gamin des rues à homme de confiance. Le trajet vers l'école, niché aux abords de la Saône, serpenta à travers les collines verdoyantes. Lyon s'étalait en contrebas, ses flèches gothiques et ses ponts de pierre inchangés, mais enrichis de nouvelles façades néoclassiques. « Regarde, Amélie !» murmura Henri, pointant une plaque commémorative près du pont de la Guillotière. « L'endroit de notre premier rendez-vous secret. Et maintenant, une rue porte ton nom, rue des Lavandes Courageuses. » Elle rit doucement, un son clair qui dissipa les ombres du passé. L'école, bâtie sur les fondations d'un ancien atelier, s'élevait fière, murs ocre ornés de fresques murales représentant des femmes au travail, et un jardin où la lavande poussait en bordure symétrique. À l'entrée, une foule se massait, ouvrières en tablier propre, paysannes venues des fermes voisines et même des bourgeois curieux. Claire Dupont, à présent directrice adjointe, s'avança, ses taches de rousseur éternelle soulignées par un sourire radieux. À 35 ans, mariée à un fileur rencontré à l'école, elle embrassa Amélie. « Grâce à toi, des centaines de filles lisent et tissent leur destin. » Et Pierre, le vieux vigneron, il enseigne encore les bases du calcul. Le destin des coadjuvants s'était épanoui. Marguerite, la tante acariâtre, vivait désormais en paix à la ferme rénovée, aidée par une nièce posthume, une cousine éloignée, et visitait souvent les enfants, ses rides adoucies par les rires. Elle avait payé le prix de sa dureté passée, mais trouvé la rédemption dans le pardon. Pourtant, la nostalgie effleura Amélie quand elle entra dans la grande salle, où des pupitres de bois poli accueillaient les élèves. Un coin était dédié à un mémorial discret, la lettre jaunie de sa mère encadrée et le broche de lavande, symbole de leur lien originel. 10 ans, souffla-t-elle à Henri, serrant sa main. Nous avons gagné plus que la ferme ou les ateliers. Nous avons gagné un monde où l'amour uni s'enchaîne. Il hocha la tête, ses yeux sombres emplis d'une tendresse profonde, et qui perdure, pour eux. Il désigna les enfants qui couraient déjà vers les premiers cours, leur voix emplissant l'air d'un espoir vibrant. Mais tous n'avaient pas triomphé sans prix. Victor Lange, exilé à Marseille, avait sombré dans l'oubli.
Ruiné par les procès qui avaient suivi l'Assemblée, il errait dans des auberges miteuses, son ambition vorace consumée par la solitude. Des rumeurs parlèrent de lui, comme d'un avertissement errant, un homme qui avait tout perdu pour avoir tout voulu. Amélie l'évoqua une seule fois, ce jour-là, lors d'un discours improvisé devant les élèves. Rappelez-vous, le courage n'est pas dans la naissance, mais dans le cœur. Ma vie en est la preuve. Les applaudissements fusèrent, un écho à celui d'il y a 10 ans, mais teinté de maturité. Le soir venu, de retour à la maison, la famille se réunit autour d'une table dressée simplement. Pain frais, fromage du Rhône et un vin léger des vignes de Pierre. Les enfants racontaient leurs leçons, Henri parlait d'expansion future, une bibliothèque mobile pour les villages isolés, et Amélie, le cœur gonflé, observait ce tableau. L'amour avait non seulement résisté, mais fleuri. Un mariage solide, 2 enfants espiègles, un legs social qui changeait des vies. Sous la lampe à huile qui dansait doucement, elle leva son verre. À nous, Henri, à ce que nous avons bâti des ruines. Il lui prit la main, un baiser effleurant ses doigts. À l'infini. Dehors, la lune se levait sur Lyon, baignant les toits en une lueur nostalgique. La belle époque avançait, mais leur histoire, tissée de passion et de résilience, perdurait comme la lavande éternelle, humble, indomptable et parfumée d'un bonheur conquis. Au fil des ans, l'histoire d'Amélie et Henri Duval s'est tissée dans le cœur de Lyon comme un fil d'or indestructible, rappelant à tous que l'amour véritable, né des contrastes les plus vifs, peut défier les tempêtes sociales et les intrigues les plus sombres. Dans cette belle époque, où les classes semblaient gravées dans le marbre des salons et les pavés des fermes, ils ont prouvé que le courage d'une jeune paysanne de 18 ans pouvait renverser un empire de soieries corrompues. Amélie, avec sa détermination humble, a transformé les dettes en legs, les ragots en respect et un amour interdit en un modèle pour les générations futures. Henri, libéré de ses chaînes passées, a découvert que la vraie richesse réside non dans les rouleaux de soie, mais dans les regards complices et les mains unies contre l'adversité. Cette saga nous enseigne des leçons précieuses, gravées comme des motifs sur une étoffe précieuse. D'abord, l'empathie, écouter les cœurs brisés derrière les apparences, qu'il s'agisse d'une orpheline liée à la terre ou d'un magnate isolé par son pouvoir. Elle forge des ponts là où les conventions érigent des murs. Ensuite, l'indignation face à l'injustice. Victor Lange, avec ses manigances voraces, incarne ces ombres qui exploitent les faiblesses pour grimper. Refusez de vous taire. La vérité, même murmurée par une voix modeste, peut illuminer les complots et humilier les tyrans. Enfin, la euphoria de la victoire. Quand l'amour triomphe, il n'efface pas les cicatrices, mais les transforme en force. Amélie et Henri n'ont pas fui. Ils ont bâti, prouvant que l'union d'égaux, forgée dans le feu des épreuves, résiste au temps et élève une communauté entière. Imaginez-vous, chers auditeurs, dans les rues brumeuses de Lyon ou sous les étoiles d'une nuit d'été, quel choix feriez-vous face à un amour qui défie tout? Cette histoire n'est pas qu'un récit du passé. Elle est un appel à embrasser vos propres passions avec audace, à transformer les obstacles en opportunités, et à croire que même les plus humbles peuvent changer le monde. Si Amélie a osé franchir le pont de la Guillotière, vous aussi pouvez traverser vos propres gouffres. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti en suivant leur périple. A-t-il fait battre votre cœur plus fort? Partagez vos émotions, vos réflexions sur l'amour au-delà des classes, ou même une leçon personnelle tirée de cette épopée. Et pour savoir qui a tenu jusqu'au bout, écrivez le mot lavande dans votre message, un clin d'œil à ce symbole qui a uni 2 mondes. Votre voix compte. Elle aide à propager ces contes inspirants et à faire grandir notre communauté de passionnés d'histoires vraies et vibrantes. N'oubliez pas de liker si cette victoire cathartique vous a touché et abonnez-vous pour ne rater aucune autre narration captivante de la belle époque, des romances interdites aux drames familiaux qui font vibrer l'âme. Dans les cartes ci-dessous, découvrez des histoires similaires. Une danseuse parisienne et un artiste maudit ou un secret royal à Nice.
Cliquez, plongez-vous dedans et laissez la magie du passé vous emporter. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Jusqu'à la prochaine, que l'amour guide vos pas comme il l'a fait pour Amélie et Henri. À bientôt, dans les tourbillons de l'histoire.